Chapitre 23. En arrivant chez sa mère, Michel a été frappé de son expression à la fois sereine et exaltée, celle que le peintre met sur le front d'une vierge allant au martyr. Écoute, mon petit Michel, j'ai bien réfléchi. C'est moi qui vais dire adieu au monde. J'irai m'enfermer dans un couvent et de la sorte, tu n'auras plus à payer pour moi, tu seras libre. Michel, touché, se prit à sourire. Il s'agenouilla à côté de sa mère. Mais ma petite maman, cela ne changerait rien à mes projets. Qu'allez-vous imaginer que je paye pour vous? Dieu m'appelle à son service, je le crois, et c'est une grâce de choix à laquelle je serais désolée de ne pouvoir répondre. Et que parlez-vous de vous enfermer au couvent? La foi vous serait-elle rendue? Non, hélas. Vous voudriez, incroyante, faire profession religieuse? Qui saurait que j'ai perdu la foi? Je ne ferai aucun scandale. Je me plierai à la règle. J'accomplirai, comme les autres, les exercices de piété. J'obéirai à la supérieure. Au fond, cette existence-là me plairait. Pas de responsabilité, pas de tracas, et quelle tranquillité. N'avoir qu'à obéir, mais cela ôte tout souci. Si, je t'assure, je ne serai pas malheureuse. Écoutez maman, je ne suis pas grand clerc, mais il me paraît bien que votre devoir actuel n'est pas d'entrer au couvent. Pourquoi? En premier lieu, parce que vous n'avez pas une foi suffisante. En second lieu, parce que vous êtes engagé dans les liens du mariage et n'êtes plus libre. Oh, remarqua Marie-Hélène avec un peu d'amertume, ton père n'aurait aucun chagrin si je m'ensevelissais dans un cloître. Mais il s'autoriserait de cette désertion pour demander le divorce et épouser évidemment une autre femme. Il ne ferait pas cela, protesta Madame Larmoisie. Malheureusement si, puisque déjà il y songe. Ce que tu dis, j'aurais voulu vous le cacher, mais maman, mais peut-être n'en ai-je pas le droit. Mon père n'attend que mon départ pour réaliser ce double projet. Quelle horreur! Il m'a déclaré que si j'entrais au séminaire, lui-même incapable de supporter la solitude, qu'on volerait au plus tôt. Marie-Hélène ferma les yeux. Une vieille amertume lui remontait aux lèvres. Gaston convolait. Elle savait trop avec qui. « Et tu vas partir quand même ?» lança-t-elle désapprobative. Michel regarda sa mère sans répondre d'abord. Était-ce à lui de remplacer l'épouse qui s'était dérobée à ses obligations? Sa mère semblait trouver tout naturel qu'il se sacrifiât. Ayant déserté le poste accepté librement, elle voulait que lui, sourd à l'appel divin, restât dans le monde pour remplir le rôle abandonné par elle. « On m'a conseillé d'attendre, dit-il enfin. J'attends donc, mais cela m'est extrêmement pénible. Je vois la moisson qui mûrit, j'entends la voix du maître qui me convie à travailler et je reste là, les bras croisés. Tu vois bien, Michel, il faut que je parte à ta place. » « Non, maman, car c'est moi, personnellement, que le Seigneur réclame, et je ne serai heureux que lorsque les circonstances m'auront permis de suivre ma vocation. » Monique fut surprise et étrangement remuée quand, par sa mère, elle apprit les pieux desseins de son frère. Michel, prêtre, qui s'y serait attendu, elle ne parvenait pas à se le représenter sous la soutane, offrant à l'autel la divine victime, bénissant, absolvant, prêchant. Elle était trop pieuse pour ne pas apprécier la grâce faite à son frère. Mais défendre d'un peu de tristesse, il lui semblait qu'elle allait le perdre à l'appel de Dieu qui le sortait en quelque sorte de la foule, ne le plaçait-il pas au-dessus d'elle, dans une région interdite à leur bonne amitié d'antan. Son affection fraternelle devrait se nuancer de ce respect que tous doivent à l'élu du Seigneur. À présent qu'elle connaissait sa haute vocation, Michel l'intimidait, comme jadis Moïse quittait l'audience divine effrayant les Hébreux qui l'attendaient au pied du Sinaï. Elle était toute gênée à l'idée de se retrouver en face de lui. Pourtant, quand elle l'eut revu, elle eut constaté qu'il était toujours le même, aussi simple, aussi affectueux. Elle comprit que, voué à Dieu, il n'en demeurait pas moins son frère. Elle l'avait félicité. Après avoir aimé Sabine, tu ne pouvais plus aimer que Dieu, cela va de soi. C'est une grande grâce qui t'est faite. Ah, dit-il, toi seul comprends. À ce mot, et au soupir qui l'accompagnait, Monique devina qu'il s'était heurté à de la position de la part de leur père. Elle suggéra consolatrice. Les autres aussi finiront par comprendre, tu verras. Ils ont un geste de doute, mais si tout s'arrange avec le temps. Nous avons prévu, maman et moi, que du travail se préparait pour nous, des aubes à broder, des étoiles, des chasubles. Oh, protesta-t-il d'un ton désenchanté, vous n'avez pas besoin de préparer vos dés et vos ciseaux. Pourquoi donc? Parce que je ne suis encore, pour combien de temps, qu'un aspirant séminariste. Et comme elle s'étonnait, il dut la mettre au courant des menaces paternelles. Elle en fut bouleversée. Leur père divorcé, se remarié, jamais il n'avait envisagé la possibilité d'une telle catastrophe. Ayant toujours vu ses parents vivre l'un d'un côté
l'un d'un côté, l'autre de l'autre, elle avait pris son parti de cet état de choses. Elle n'avait pas mesuré les conséquences d'une séparation si anormale et ne connaissait pas les facilités que le code offrait à son père pour exploiter les situations et refaire sa vie. Mais enfin, puisque papa a pu vivre ainsi jusqu'à maintenant, pourquoi ne continuerait-il pas, demanda-t-elle douloureusement à son frère. 100 fois, Michel s'était posé la même question. Je crois, dit-il, que si papa n'avait écouté que son penchant, il aurait fait depuis longtemps ce dont il nous menace. S'en est abstenu. C'est d'abord par égard pour sa mère, sans être pieuse grand-mère, avait des principes solides, et ensuite, par égard pour moi, il n'aurait pas voulu m'imposer la cohabitation avec la remplaçante de maman. Grand-mère morte et moi m'en allant, il estime avoir le champ libre, c'est pourquoi je reste. Es-tu sûr que ton sacrifice sert à quelque chose et qu'il ne va pas entamer son horrible affaire malgré ta présence ici? Je ne le pense pas, mais tu ne peux pas retarder indéfiniment ton entrée au séminaire. Michel secoua tristement la tête. Hélas, je suis de ton avis, c'est une situation sans issue. Elle essaya de le réconforter. Puisque le bon Dieu t'a envoyé cette vocation, comment ne te donnerait-il pas le moyen d'y répondre? En fin de septembre, étonné que Michel ne parût préparer aucun départ, M. Larmoisi lui dit: Je croyais que tu me quittais au 1er octobre. Non, pas encore. Renoncerais-tu par hasard? Nullement. J'attends. Qu'attends-tu? Le bon vouloir de Dieu. Monsieur Larmoisi haussa les épaules. Ne m'avais-tu pas demandé un délai d'une année? Lui fit remarquer Michel. Moi, je ne me le rappelle pas. C'est possible. En ce cas, j'ai eu tort. Du moment qu'on a pris une décision, à quoi bon atermoyer? Je le gêne, pensa tristement le jeune homme. Raison de plus pour demeurer. Ce qu'il n'avait pas dit à son père, c'est que tout en poursuivant son existence actuelle, il préparait celle à laquelle il aspirait. Il se rendait chaque jour au bureau, il faisait la besogne requise, mais 16 heures de loisirs, il les consacrait à l'étude. Il avait pris contact avec le directeur du séminaire. On lui avait communiqué le programme de première année. Ce programme, il le travaillait seul dans sa chambre et prolongeait ses lectures parfois jusqu'à l'aube. Sans être grand observateur, M. Larmoisi finit par remarquer les traits tirés et le teint plombé de son fils. Il en éprouva un peu de malaise. Serait-ce l'effet de son opposition? Mais ayant vu plusieurs fois passer minuit, un ray de lumière briller sous la porte de Michel, il préféra attribuer cette mauvaise mine aux veilles prolongées. Et pour remplir son rôle de père vigilant, il avertit le jeune homme. Mon ami, tu ne devrais pas lire si tard dans ton lit. Ce que l'on prend au sommeil, on le donne à la maladie. Chapitre 24. 15 mois se sont écoulés depuis la mort de Sabine. Noël approche. Rentrant de son cours, Monique est accueillie par un sourire de sa mère. « Enfin te voilà, ma chérie. Entre vite au salon. » Le visage de Madame Larmoisi est si épanoui, son ton et son regard marquent une gaieté si inaccoutumée que sa fille ne sait que se poser. « Qui donc est là ?» Pas de réponse, seulement cette recommandation. « Va, ne te fais pas attendre plus longtemps. » Dans le salon, Monique trouve Jean Raquette. « Vous, Jean ?» Si contente qu'elle soit de sa visite, elle s'étonne. Elle ne l'a jamais vu jusque rue de Grenelle où Madame Larmoisi n'a rien fait pour l'attirer, où seules ses cartes apportent des vœux et des remerciements. « J'ai eu ce matin, explique-t-il, l'inspiration de venir ici. Une très bonne inspiration. Je désirais me faire un peu mieux connaître de Madame Larmoisi. Voulez-vous que je la prie de venir ? Demande la jeune fille légèrement interloquée. Elle a bien voulu me recevoir déjà et m'écouter. Pourvu que son accueil n'ait pas été trop réservé. Pense à part elle, Monique ne peut oublier la manière dont jadis fut reçue ici la charmante Sabine. Savez-vous ce que je lui ai demandé ? Continue Jean d'un ton un peu malicieux. Non, moi le saurais-je. Vous auriez pu le deviner. Je lui ai demandé s'il ne lui déplairait pas que sa fille s'appelait Madame Jean Raquette. Oh, Jean ! Monique a rougi, puis pâli, elle demande enquête. Et qu'a répondu maman? Madame Larmoisi s'est montrée extrêmement bienveillante. Elle m'a assuré que personnellement, elle ne voyait aucun inconvénient à cette union, mais que son assentiment dépendrait du vôtre. Oh, le mien, Jean? Il est tout donné. Il lui a jeté les 2 mains et dans ce geste, il y a l'offrande de son cœur et de sa vie. Lui, il en apprécie la portée et la signification. En cette minute aussi, il voue à la charmante enfant sa tendresse et son dévouement. Irradié par le bonheur que Monique est séduisante. Plus rien de la jeune fille timide et un peu terne d'autrefois. Son regard brille de ravissement, ses joues se sont empourprées, tout son être s'épanouit dans le plus ravissant sourire. Elle ne peut croire que le bonheur d'un rêvé soit enfin arrivé. Depuis 2 ans, elle le sentait approcher avec des alternatives de doute et de confiance. À présent, le doute est dissipé. La confiance seule subsiste, pleine et joyeuse. Que ce sera bon d'unir sa destinée, de confier son avenir à cet ami si généreux, si loyal, si fort aussi. Elle n'a encore pu découvrir le point faible de ce caractère. Jean n'a rien de l'orgueil ou de l'égoïsme masculin, comme Sabine, c'est un altruiste et un modeste. Pourquoi Dieu la favorise-t-il ainsi en lui attribuant pour époux un être de cette valeur morale alors qu'elle-même est si médiocre?
Qu'a-t-elle fait pour le mériter? N'est-il pas indigne de lui? Et confuse, elle exprime sa crainte. Jean, j'ai peur de n'être pas à la hauteur, de ne pas répondre à ce que vous attendez de moi. Je ne suis qu'une femme très ordinaire. Tant mieux, dit-il gaiement. Nous serons donc bien assortis. Et à son tour, il formule ses scrupules. Je suis un parti assez peu brillant, vous savez, Monique. Oh, proteste-t-elle. Est-ce que cette question-là compte? Ah oui. Elle compte, malheureusement, elle compte si bien qu'elle a retardé pour moi l'échéance du bonheur, car il y a longtemps que je rêvais d'unir ma vie à la vôtre, mais il m'a fallu auparavant me créer une situation assurée et sortable. Un peu plus tard, j'en dis. Mon père a pensé que le réveillon de Noël serait un repas de fiançailles exquis. Nous irons ensemble à la messe de minuit, puis au retour, je vous mettrai au doigt la bague symbolique. Dans 8 jours, s'écrie Monique extasiée. Oh, Jean, serait-il possible que je touche de si près au bonheur? Quelle bonne idée de célébrer nos fiançailles la nuit de Noël. Cette fête nous sera ainsi doublement chère. Mais demande-t-elle soudain inquiète. Maman acceptera-t-elle d'assister à ce réveillon? Elle a accepté. Et mon père, votre père ne refusera certainement pas de vous entourer en cette circonstance. Mais alors ils vont se rencontrer. Madame Larmoisier a prévu cette rencontre et a bien voulu s'y résigner d'avance. Monique était émue. Se peut-il que sa mère, qui s'était abstenue aux fiançailles de Michel, passe pour l'amour d'elle par-dessus ses répugnances? Elle mesure par là toute la force d'une affection qui, pour ne pas se manifester à chaque rencontre, n'en est pas moins réelle et généreuse. Je n'aurai qu'un regret à me marier, dit-elle, c'est de quitter cette chère maman. Puisque nous demeurions à Paris, nous la pourrons voir souvent. Notre porte lui sera toujours ouverte et d'ici quelques années, elle pourra s'établir au foyer de Michel, devenu vicaire, dans quelque banlieue. Michel n'en est pas encore là, malheureusement, dit Monique, dont le front s'était rembruni. Pauvre garçon. Éprouvant un peu de gêne en annonçant à son frère ses prochaines fiançailles, la destinée ne lui semblait pas équitable, qui lui ouvrait à elle la porte du bonheur alors que Michel se voyait écarté pour des années peut-être de la voie qu'il avait choisie. Il n'en accueillit pas moins la nouvelle avec une satisfaction visible. « Je suis heureux de te sentir maintenant sous la protection de ce brave cœur. Ta jeunesse n'a pas été gaie, mais la Providence semble te préparer des dédommagements. Vous allez fonder un foyer chrétien et il est à présumer que celui-là ne connaîtra pas les vicissitudes de notre foyer familial. Sais-tu que maman accepte de rencontrer papa au réveillon de nos fiançailles? Vraiment? Elle a bien changé depuis quelques mois. Oui, si tu savais comme avec moi, elle est plus affectueuse, presque tendre. Et voilà, c'est juste au moment où je m'apprête à la quitter. En y réfléchissant, je crois pouvoir attribuer une si heureuse transformation à l'influence de la chère Sabine. Oui, dit-il gravement, je le crois, comme toi. Sous son apparence si simple, Sabine était une petite sainte, une porteuse de grâce. Elle rendait meilleurs tous ceux qu'elle approchait. Ils se turent un instant tout au souvenir de la disparue. Monique remarqua alors les traces de fatigue sur le visage de son frère. « Oh, dit-elle, je dois te paraître bien égoïste, mon pauvre Michel, je suis tout à mon bonheur, je l'étale. Sans pudeur devant toi, c'est cruel. Mes fiançailles ne peuvent que te rappeler les tiennes, si tragiquement rompues, il l'assura. Je puis maintenant penser avec douceur à ces jours de félicité et sans amertume à l'accident dont Dieu s'est servi pour nous élever, elle et moi, jusqu'à lui. Bien loin de m'offenser, ta joie me fait plaisir. Tu es très bon, Michel, quand même. J'ai presque des remords. Je dispose de moi-même pour fonder un nouveau foyer, alors que toi, tu es retenu ici. » Il eut un triste sourire à ce rappel de la situation. « Que tu te maries ou non, cela ne change rien à mes affaires personnelles, Monique. Abandonne-toi donc, sans remords, à ton bonheur. Ce m'est au contraire une consolation de penser qu'au moins l'un de nous deux peut remplir sa destinée. » Elle dit compatissante. « Je vois bien que tu te ronges ici, Michel. Si au moins tu apercevais une issue. Humainement, je n'en vois pas. Il faudrait un miracle. Tu as bien vilaine mine. Tant pis, les yeux sont creux et le teint tout gris. Je manque un peu de sommeil. » Et Michel expliqua comment, pour gagner du temps, il faisait la nuit sa première année de séminaire. Monique fut très impressionnée. Elle croyait que son frère avait remis à l'année suivante la réalisation de ses projets et qu'en attendant, il continuait sans la modifier son existence passée. Mais non. Il vivait déjà un séminariste et consacrait ses nuits à sa formation. Elle suggéra consolatrice. « Peut-être que papa, touché de ce que tu lui as sacrifié momentanément, tes goûts te rendra la liberté en s'engageant à respecter le statu quo. » Non, il maintiendra son opposition. Parce que cette opposition est... À y bien réfléchir, elle me paraît un piège de Satan. Quand je me suis fiancée à Sabine, papa a applaudi. Et quand je déplorais la solitude où j'allais le laisser, il me répondait « Que veux-tu, c'est dans l'ordre, les enfants se marient à leur tour. » Cette perspective de solitude ne lui a paru intolérable que lorsque j'ai parlé de séminaire. Et cependant, ne s'agit-il pas d'une vocation plus belle, plus honorable ? Mon pauvre Michel, si tu savais comme j'ai de la peine pour toi, il faudra que je voie papa, que je le raisonne.
Non, Monique, non, n'essaie pas. Si tu échouais, la situation empirerait encore. Depuis 48 heures, depuis cette conversation avec son frère, Monique est tenaillée par un scrupule. Pour empêcher le divorce de son père, il faut, c'est clair, lui ôter le prétexte de sa solitude. Jusqu'ici, elle a trouvé tout naturel que Michel se sacrifiait et demeurait au foyer paternel. Mais voilà qu'elle se demande si elle ne devrait pas remplacer son frère à ce poste de défense au foyer menacé. Et y est intéressée au même titre que lui. S'il y a pour lui une obligation morale, la même obligation existe pour elle. Aussi bien que lui, et même mieux, elle tromperait la solitude de son père. Elle tiendrait la maison et ferait régner cet agrément, cette élégance qu'apporte une main féminine. Alors pourquoi est-ce Michel qui se condamne à demeurer et n'est-ce pas elle ? L'amour de Jean la sollicite, mais Michel est appelé par Dieu. La vocation de son frère n'est-elle pas plus haute que la sienne ? Dieu ne doit-il pas être servi avant l'homme ? Et ne serait-il pas plus convenable de faire atteindre Jean que de faire atteindre Dieu ? La question ainsi posée, il n'y peut répondre que dans un sens. Et néanmoins, elle hésite. Le sacrifice est tellement douloureux, sur le point de toucher au bonheur, va-t-elle s'en écarter volontairement ? Lui, faut-il repousser Jean, remettre à un plus tard, indéterminé peut-être très éloigné, les fiançailles qui se préparent ? Elle ne s'en sent pas la courage. Et si pendant ce délai, Jean, comme avait fait Sabine, allait être attendu par la mort, elle frissonne. Tiens, Monique, un quel honneur, monsieur Larmoisi, laisse voir une surprise charmée. Sa fille n'est pas coutumière de le venir visiter en dehors des dimanches. Je suis venue à cette heure-ci pour vous trouver seule. Ah, Michel n'est pas dans la confidence. Voyons, de quoi s'agit-il ? De choses graves, de choses terribles ? Elle essaie de sourire. Ah, terrible, non. Remarque-t-il qu'elle a mis aujourd'hui plus de poudre rose qu'elle n'en met d'ordinaire ? C'est pour cacher une pâleur qu'elle ne veut pas laisser voir. Une femme s'en serait aperçue, lui pas. Alors, il s'est assis, elle, près de lui, mais elle tourne le dos au jour. Elle commence bravement. Que diriez-vous, papa, si je venais vivre chez vous ? Toi, serais-tu brouillé avec ta mère ? Aucunement. Mais il ne vous est guère possible de vivre seul. Tu le trouves aussi, toi ? Michel m'a dit que vous ne pourriez vous faire à une complète solitude. Comme lui devra s'en aller un jour ou l'autre, le mieux est que je m'installe près de vous. Ah oui, vous vous rappelez quand votre maison était bien tenue, quand j'étais ici, vos menus soignés et votre budget bien équilibré, je reconnais que tu es une excellente maîtresse de maison. Seulement, je ne vois pas qu'une fille qui se fiance après-demain puisse faire un établissement bien long chez son père. Je renonce à me marier. Tu n'épouses plus Jean, s'écrie-t-il, au comble de la stupéfaction. Non. Mais tu es folle, ma petite fille. Tu ne retrouveras jamais un mari pareil. Je le sais bien. Alors, dit-elle en essayant de plaisanter, je me suis découvert une vocation. Bon, toi aussi. Tu penserais au couvent ? C'est une épidémie alors ? Non. Je me sens simplement la vocation de vivre près de mon père. Elle vous déplaît ? Si Monique attendait une réponse enthousiaste, elle est déçue. En somme, conclut-il après un instant de réflexion, tu viendrais ici pour permettre à ton frère de s'en aller. Bien que ce soit la vérité, elle ne juge pas utile de la confirmer brutalement. Michel fera ce qu'il voudra, naturellement. Il aura moins de scrupules de vous quitter s'il me sent près de vous. Monsieur Larmoisi fronce les sourcils, il est refait par cet arrangement et perd des deux côtés. Michel entre au séminaire et lui n'a plus de prétexte pour épouser mademoiselle Régnier. Et dis-moi, qu'est-ce que ta mère pense de cette combinaison ? Maman m'approuve. Elle est devenue bien accommodante. En somme, tu la délaisses pour moi. Maman affectionne la solitude qui lui réussit moralement et physiquement. En ce cas, ne pouvait-elle se passer de toi plutôt ? Elle tenait à parfaire elle-même mon éducation. Elle y voyait un devoir. Elle estime ton éducation achevée maintenant ? Oui. Et l'ami Jean ? Que dit-il de cet arrangement ? La réponse tarde un peu parce que la gorge de Monique s'est gonflée de sanglots. Oui, répète-t-il. Qu'en pense l'ami Jean ? Il m'a comprise, murmure-t-elle enfin. Il t'a comprise, éclate Monsieur Larmoisi. Et ce que je comprends, moi, c'est que mes enfants ne pensent qu'à m'empêcher de refaire ma vie, qui me regardent comme un ennuyeux gêneur et qui se disputent à qui se sacrifiera pour demeurer près de moi. Donnez-moi donc plutôt une bonne dose de strychnine et que ce soit fini. Je vous débarrasserai et vous pourrez aller librement l'un vers son bon Dieu et l'autre vers son fiancé. Oh papa, proteste Monique, qui cherche à l'embrasser. Il la repousse, il sort de la pièce en renversant un siège. Mais il lui lance avant de disparaître. Si c'est pour cela que tu es venu, ce n'était pas la peine. Je ne veux plus de toi chez moi. C'est trop tard. En larmes et les yeux rougis, Monique regagne la rue de Grenelle.
Michel n'avait que trop raison, mieux aurait valu ne rien tenter. Elle a sans profit irrité son père, contristé sa mère, repoussé Jean de ce dernier malheur, surtout elle ne se console pas. Si encore elle avait fourni des explications à celui qu'elle aime, mais non, elle s'est contentée de lui adresser un cruel petit mot. Mon cher Jean, Noël ne pourra voir nos fiançailles. Un engagement aussi sérieux que celui-là réclame de la réflexion. La réflexion m'a fait comprendre que je n'étais pas libre de disposer de moi-même. Voilà donc un beau rêve qui s'évanouit. Je pleure et maman est désolée. Conservez-moi votre précieuse amitié, mon cher Jean. Elle m'aidera à supporter une existence difficile. En écrivant ce mot, Monique s'était flattée qu'il les répondait par une protestation si véhémente que sa résolution en serait peut-être ébranlée. Or, Jean était venu, mais par malchance, à une heure où elle était sortie. Sa mère l'avait reçu et avec le mutisme des heures de crise, s'était borné à lui dire « Jean Raquette m'a chargé de t'assurer que t'avais comprise ». Ce mot de Jean avait paru dur à Monique, ainsi il trouvait tout naturel qu'elle renonçât à lui, qu'elle fit son deuil du bonheur, qu'elle se voie à un célibat sans charme pour permettre à Michel d'entrer au séminaire. Cette décision qui lui avait paru à elle si héroïque lui acceptée sans combat. Était-ce cela l'éternel amour qu'il lui avait promis? Peut-être était-ce chez Jean qu'une indifférence feinte destinée à cacher la blessure de son amour-propre et de son cœur. Pourquoi a-t-il fallu qu'elle manquât sa visite? Il lui aurait fourni des explications, il aurait su à quel généreux mobile elle obéissait. Elle ressasse ses tristes considérations en rentrant au logis. La mère est là, qui l'interroge du regard. « Il ne veut pas de moi », sanglote la pauvre fille en s'abattant sur l'épaule maternelle. « Ah, il ne veut pas », répète Madame Larmoisie qui ajoute après mot « Il est bien difficile ». Elle caresse Monique en larmes. Au fond, elle ne plaint pas sa fille, dont le refus paternel dissipe les scrupules et qui retrouve de ce fait l'essence d'assurer son propre bonheur. Mais la tâche que la généreuse enfant s'apprêtait à remplir, ce rôle de dévouement près de son père, maintenant va l'assumer. Michel, pauvre garçon, il lui fait pitié. Il se ronge boulevard de Courcelles, alors que de tout son être, il aspire à autre chose qu'à la médiocre existence qu'il mène là. Le temps s'écoule sans apporter aucun changement à sa situation et que peut-il attendre de l'avenir? L'amendement du père renonçant à ses coupables projets, mais comment s'en flatter? Les solutions amenées par la conversation des gens sont de toutes les plus improbables. Le malheureux enfant devrait-il donc se sacrifier indéfiniment, renoncer à ses goûts? Ce n'est pas à 50 ans, quand ses forces et son ardeur seront déjà amoindries, qu'il pourra entrer au séminaire. La vocation de son fils sera-t-elle donc entravée indéfiniment et Michel devra-t-il répondre non à l'appel de Dieu? Un obscur remords la travaille. Cette difficulté à laquelle se heurte son enfant, à laquelle Monique a failli sacrifier son bonheur, n'existerait pas si elle-même était demeurée à son poste. Monsieur Larmoisie ne songerait pas au divorce si elle ne lui en avait pas fourni le prétexte en abandonnant le foyer. Elle essaie de s'excuser. N'avait-elle pas les plus légitimes raisons pour se séparer d'un époux dont la conduite l'offensait? Sans doute d'autres femmes ont connu pareille épreuve et l'ont supportée en silence. Elle n'a pas eu autant de vertu. Au fond, elle aurait patienté si elle avait aimé son mari, mais elle ne l'aimait plus. Elle supportait impatiemment une disparité d'humeur pas trop accusée. L'exubérance méridionale de M. Larmoisie heurtait sa propre retenue, ses manières réservées, son amour du silence. Aussi lui avait-elle presque su gré des écarts de conduite qui lui donnaient à elle un motif plausible de s'éloigner. Hélas, cette séparation si légèrement acceptée créait aujourd'hui de douloureuses difficultés. Impressant dans ses bras sa fille désolée, Marie-Hélène plaignait surtout l'autre le sacrifier. Ce fils de prédilection, son Michel. À quoi servait sa tendresse si elle ne pouvait lui assurer les éléments du bonheur auquel il aspirait? Devrait-elle un jour répondre à Dieu de l'échec de sa vocation? Car bien que Marie-Hélène eût assuré ne plus croire, toutefois n'était pas morte en elle. Longtemps elle s'était jugée incroyante que de tout son pouvoir elle écartait la pensée de celui qu'elle avait offensé. À force de ne plus penser à Dieu, elle avait fait de lui comme un étranger, un inconnu. Sa piété disparue lui avait laissé cette impression de vide qui lui faisait dire « j'ai perdu la foi ». Mais Dieu n'abandonne pas si aisément une âme qu'il a aimée. Il s'était rapproché parce qu'elle était malheureuse et aussi parce qu'en apprenant la vocation de Michel, le premier sursaut passé, elle n'avait pas dit non. Puis l'exemple a quelque chose de contagieux, que de la quiète indifférente, où il vivait. Quelques mois plus tard, son fils, dont elle connaissait l'esprit posé, raisonnable, en fut venu à cette foi active. Il y avait là de quoi secouer la torpeur de son âme. Ce Dieu que Michel s'était mis à aimer au point de lui vouloir vouer sa vie, ce Dieu qui était devenu le tout de son fils, pouvait-il lui rester étranger?
Si elle s'étonnait de retrouver des sentiments qu'elle avait bien cru morts et d'envisager de nouveau les événements à la lumière de la foi, elle commençait à comprendre le sens de sa vie, la raison de son malaise, de ses malchances, dû pour beaucoup à des défauts naturels, mais surtout au fait qu'elle n'avait pas suivi la voie de Dieu, la voie que Dieu lui avait tracée. Elle avait, par son infidélité, manqué sa vie. Il n'était malheureusement plus temps de revenir en arrière et de reprendre à la bifurcation le bon chemin. Que devait-elle donc faire pour racheter son erreur et pour que cette erreur ne retombât pas sur les têtes si chères de ses enfants? Ce qu'elle pouvait, ce qu'elle devait, elle le vit dans un trait de lumière, mais c'était une solution si radicale, si dure, si crucifiante que d'abord elle se révolta, jugeant impossible de s'y jamais résoudre. Néanmoins, sans tenir compte de ses répugnances, la suggestion revenait avec netteté et force, s'accrochait à elle, la harcelait. Si c'était là ce que Dieu lui imposait en expiation. Troublée, se méfiant d'elle-même, de sa propre faiblesse, craignant de subir l'assaut de scrupules excessifs, elle décida de se mettre à couvert par l'obéissance à un conseiller qualifié de sa conscience. Elle se soumettrait à la décision qu'elle fut. Ceci arrêté, elle se sentit plus calme et ne songea plus qu'à consoler Monique, toujours en larmes. « Voyons ma chérie, tu as fait ce que tu as pu pour tout arranger. Tu étais prête à un gros sacrifice, ton père refuse, tu n'as rien à te reprocher. Faudrait-il donc que Michel se sacrifie indéfiniment ?» gémit la pauvre enfant. Madame Larmoisie soupira. « Michel ou moi ?» se demanda-t-elle, tout bas avec angoisse. La nuit, elle eut un songe. Elle se retrouvait à Val-d'Orée, dans l'ancienne propriété de ses parents. Suspendue dans un hamac, à l'ombre des tilleuls, elle se délaissait agréablement bercée, les yeux clos, l'esprit vague. Et voilà qu'un appel angoissé vint jusqu'à elle. « Maman !» appelait son petit Michel qui jouait à avant-pas de l'autre côté du rideau d'arbre. Au lieu de se précipiter, elle restait là, incapable de s'arracher à son bien-être, volontairement sourde aux cris apeurés de l'enfant. Quand enfin se coin sa torpeur, elle avait sauté de son hamac pour le rejoindre. Elle avait trouvé son petit Michel se débattant contre un énorme chien qui le serrait à la gorge. L'horreur du spectacle lui fit jeter un cri, et ce cri la réveilla. Ce n'était qu'un rêve, mais qui lui laissa un certain malaise.